Aujourd'hui, dans Parlons-en, le premier débat de la présidentielle américaine, débat télé, ce sera tout à l'heure à Atlanta entre Donald Trump et Joe Biden. L'ancien et l'actuel président américain sont au coude à coude dans les sondages. Lequel des deux peut prendre l'avantage? Est-ce que l'élection qui s'annonce est plus incertaine que jamais? On en parle avec Agnès Trouillet et Dominique Simonet. On rejoindra aussi dans un instant Mathieu Mabin depuis Washington. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Et bonjour Agnès Trouillet. Bonjour, et merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes maîtresse de conférences en civilisation américaine, autrice de nombreux articles à propos des États-Unis. Vous avez fait votre thèse sur le Tea Party. En face de vous, Dominique Simonet, bonjour. Bonjour. Écrivain, journaliste, co-auteur des Grands Jours qui ont changé l'Amérique, qui vient de sortir en poche chez Pocket. Merci beaucoup de m'accompagner dans cette discussion jusqu'à 10h45 pour cette discussion donc autour de cette question. Est-ce que l'élection américaine du mois de novembre est la plus incertaine de l'histoire récente américaine? On l'a dit, c'est le premier rendez-vous de la campagne. Après des mois d'invectives à distance, lors de la confrontation a sonné le premier débat entre le président américain Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump, tous deux candidats pour un second mandat. Débat organisé à Atlanta, en Géorgie, diffusé par la chaîne CNN. Le démocrate et les républicains sont au coude à coude dans les sondages. Est-ce que l'un des deux sortira avec l'avantage? Avant de vous entendre tous les deux, on va écouter les enjeux de cette confrontation avec Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington. Pas grand-chose à gagner, mais peut-être tout à perdre. C'est en substance dans cet esprit que Joe Biden va aborder ce premier débat de la présidentielle du 5 novembre prochain. Pas grand-chose à gagner puisque à peu près tous les observateurs de la vie politique américaine s'accordent à dire que cet exercice n'est plus aussi essentiel qu'il a pu l'être pour influencer le vote des Américains. Cela reste un spectacle, évidemment, qui offrira une audience certaine à la chaîne organisatrice, mais aujourd'hui, la communication politique s'exerce par tellement d'autres moyens que ce duel télévisé est devenu techniquement secondaire. Mais si Joe Biden a quelque chose à perdre, en revanche, c'est par le risque que constitue l'exercice pour le président. Cela n'a concrètement échappé à personne. Le candidat démocrate a multiplié les signes de fragilité physique ces derniers temps. Et ses détracteurs parlent même de fragilité psychique. Au point que, jusque dans son propre camp, l'inquiétude est bien réelle. À ce stade de la campagne, tout est encore possible. Et avant les conventions de l'été, le Parti démocrate pourrait encore nommer un candidat en cas de défaillance de Joe Biden. Dans son entourage, personne n'évoque le sujet ouvertement, bien sûr, mais le doute est là. Et la dernière chose dont le président a besoin en ce moment, c'est une nouvelle faute de quart face à un Donald Trump qui, lui, bien entendu, n'attend que cela. Mathieu Mabin à Washington. On va commencer justement par le sujet qui fâche, l'âge du capitaine, ou plutôt les âges des capitaines. 81 ans pour Joe Biden, 78 pour Donald Trump. C'est un fait politique. Joe Biden a montré des signes de fatigue très nets ces derniers mois. Donald Trump, lui, de plus en plus erratique. Agnès Trouillet? Oui, absolument. Donc 81 ans, ce qui signifie que c'est le plus vieux président en exercice de l'histoire américaine et que s'il était réélu, à la fin de son mandat, il aurait 86 ans. Maintenant, comme vous venez de le dire, Trump a 78 ans, donc ça ne fait que 3 ans de différence. Et récemment, Trump a une nouvelle fois donc attaqué Biden pour ses facultés cognitives, proposant même qu'il passe un test pour mesurer ses facultés, lui-même oubliant le nom du médecin qui lui avait fait passer ces tests lorsqu'il était en exercice. Donc on est un petit peu dans ce jeu de chacun à qui commettra la prochaine faute. Maintenant, Biden a multiplié les bévues et s'est emmêlé les pinceaux à de nombreuses reprises pendant son premier mandat. Donc c'est vraiment important pendant ce débat qu'il montre qu'il est à la hauteur, qu'il a les capacités, qu'il a la force. C'est vraiment ça que les spectateurs et les auditeurs vont attendre, surtout les indécis. Selon une étude qui a été publiée début juin, seuls 35% des électeurs sondés estiment que Joe Biden
Biden a les capacités physiques et cognitives pour exercer la fonction de président. Ils sont 50% à penser cela de Donald Trump. Dominique Simonet, on sent que le camp démocrate s'agace de ce que ces attaques sur l'âge de Joe Biden soient si récurrentes et pas forcément infondées, quand Donald Trump semble bénéficier d'une espèce de prime à l'incohérence habituelle. Je cite une analyse que j'ai lue dans Le Monde ces jours-ci, et c'est assez vrai. On s'habitue à des sorties erratiques de l'ancien président américain quand celle de Joe Biden semble impardonnable. Oui, parce qu'il n'est pas tellement plus jeune, en fait, Donald 3 ans d'écart. Voilà, donc c'est deux candidats, d'ailleurs, qui plaisent pas à la majorité des Américains. Et on voit que effectivement, Donald Trump, lui aussi, a quelques confusions. Il confond un peu les noms. Bon, l'important, c'est pas tellement l'âge, c'est la vitalité. La question, c'est est-ce que Joe Biden est capable de poursuivre un second mandat. Bon, en tout cas, ce sont les deux candidats. Donc l'enjeu, effectivement, est important. Pas simplement sur le fait de savoir s'ils vont tous les deux tenir les 2 heures de débat. On a vu d'ailleurs Joe Biden qui vient de faire un voyage incroyable en Europe avec des discours, avec le débarquement, puis le G7. Il a tenu le coup quand même. Donc voilà, l'enjeu, c'est quand même autre chose. C'est deux visions de la société américaine. C'est un choc vraiment en plus 2 anciens présidents. Donc c'est une rencontre historique et sans doute aussi un débat historique. Et chaque petite chose, on sait à quel point les débats peuvent être importants. Une petite phrase peut faire pencher la balance d'un côté ou un autre. Un geste aussi, un geste déplacé. On peut parler des débats précédents où justement une toute petite chose a pu changer le cours de l'élection. Vous pensez à quelque chose oui, par exemple, quand attendez, c'était Reagan, je crois, en 1984, face à Mondale, et Mondale avait exploité justement l'âge de Reagan. Et Reagan avait dit je n'irai pas jusqu'à exploiter la jeunesse et l'expérience de mon adversaire. Et en fait, ça s'était totalement retourné. Ouais. Et Reagan en était ressorti vainqueur. Et l'inexpérience de mon adversaire, bien sûr, vous le disiez, l'enjeu c'est la vitalité au-delà de l'âge, mais quand on en est à se demander si chacun des 2 candidats à la présidence de la première puissance mondiale peuvent tenir le coup rien que sur la forme et l'un et l'autre, c'est à se demander s'il y avait personne d'autre, si on en est là, Agnès Trouillet, dans les candidatures, quoi. Il y avait personne d'autre, il y avait personne de plus jeune, de plus vif. Mais si, il y avait d'autres candidats, mais effectivement, ça a été le choix des démocrates de se rassembler à nouveau autour de Biden, parce qu'ils ont considéré que c'était le candidat le plus viable et le plus rassembleur, justement. Donc ça a un certain prix. Et quant à Trump, il continue à démontrer son impact sur une partie du Parti républicain, justement, qui s'est vraiment développé, rangé derrière lui de plus en plus au fur et à mesure du temps, alors qu'on aurait pu penser, il y a encore 4 ans, que ça pouvait se renverser. Mais ce n'a pas été le cas. Et c'est aussi pour répondre aux demandes de la base électorale, qui soutient Trump vraiment de façon avec grande conviction. Donc il faut répondre à cette base électorale parce que ce sont les voix qui comptent le jour J. C'est vrai qu'il y a un électorat de Trump il y a un socle extrêmement fort. C'est un peu un bloc extrême. Il a figé à peu près 30% de son électorat. Et non seulement ça, mais il a aussi réussi, avec une certaine habileté, il faut bien le dire, à avoir aussi un bloc au Congrès. On l'a vu, qui a bloqué un certain nombre de décisions. Et en fait, tout en n'étant plus président, il a un peu fait la pluie et le beau temps au Congrès ces derniers mois. Le Parti républicain, ils ne sont pas très contents, en tout cas pas tous. C'était le parti, justement, à parler de Reagan, c'était le parti de la loi et de l'ordre. Là, on voit un leader populiste, il faut bien le dire, qui a pris en otage, en fait, ce parti. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a un électorat aussi. Il y a un électorat qui veut peut-être
qui ressent une certaine fatigue démocratique, qui pense que la démocratie, ça marche pas bien, que Washington les méprise. On voit ça aussi aujourd'hui en France, hein, et qu'il faut essayer autre chose. Et que moi, j'ai entendu souvent ça, notamment dans les États comme dans le Michigan, il y a quelques mois, où on me disait oui, mais c'était mieux avant sous Trump. On vivait mieux avant sous Trump. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais la réalité, la perception est celle-là. Alors que l'économie est bonne, que Biden a fait un bon boulot sur le plan économique, mais il y a un ressenti, et surtout cette peur de la part d'une grande partie des Américains, cette peur d'être exclu, de se sentir menacé. Alors on va parler de l'immigration, mais aussi de se sentir menacé par le contexte économique, avec leur vie est un peu limite. Et donc les démocrates, pour eux, ne répondent pas à ces attentes. Donc ils se jettent dans les bras de Donald Trump. La fracture de la société américaine qui a abouti à la première élection de Donald Trump, l'histoire montrera s'il y en aura une deuxième, elle s'est aggravée, elle s'est élargie depuis. Oui, incontestablement, ça s'est polarisé encore plus que ça ne l'était. Et c'est aussi lié au fait que les Américains prennent leurs sources d'information de médias qui sont eux-mêmes polarisés de plus en plus de chaque côté du spectre politique. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment sortir de cette polarisation et de cette division. Et donc c'est à qui nourrira, alimentera cette polarisation davantage pour obtenir le plus de soutien. Et je voudrais rebondir sur ce que Dominique disait par rapport à la perception. C'est vraiment important parce que c'est en effet la perception, et notamment par rapport à la crise économique de l'inflation, que les votes vont se jouer parce que des électorats comme les latinos, par exemple, ou les minorités qui font partie de la classe ouvrière ou moyenne ont ressenti la crise économique de plein fouet et peinent à voir la baisse de l'inflation. Pour eux, l'inflation est toujours là et elle est toujours présente. Elle est beaucoup plus importante qu'en France. Pour y avoir été récemment, on a un ressenti justement de l'augmentation des prix qui est vraiment frappant. Et ces prix, malheureusement, ne vont pas baisser, en tout cas pas tout de suite. Et donc, c'est pour ça que ces gens disent, les latinos, les hispaniques par exemple, disent mais c'était mieux sous Trump parce qu'il n'y avait pas cette inflation. Donc, ce ressenti par rapport à la vie quotidienne finalement, à ce que les gens sont capables de faire pour nourrir leur famille, etc., en termes de revenus, c'est un des facteurs les plus importants dans ce vote. On dit toujours que l'économie, c'est un facteur important. Ça le demeure. Et j'en profite pour dire que, curieusement, chez les jeunes, c'est aussi le cas. Alors qu'on pourrait penser qu'ils se décideront, par exemple, sur la guerre à Gaza. Les récents sondages, il y a un récent sondage de l'Université de Chicago qui s'appelle Gen Forward, donc la génération de demain, ou on pourrait traduire comme ça, qui montre que l'économie et l'immigration sont les deux thèmes clés chez les jeunes, curieusement. Et ça fait écho aussi à la campagne ici en France, et avec une précision peut-être parce que ce que vous dites fait écho bien sûr à ce qu'on entend ces dernières semaines ici en Europe. Aux États-Unis, contrairement à la France, il n'y a pas de centre possible, il n'y a pas de troisième voie, si j'ose dire. C'est ou l'un ou l'autre. Oui, il y a une bipolarisation de fait par le système avec ces deux partis, ces deux blocs. Est-ce qu'il y a une envie, est-ce que des Américains disent moi j'aimerais bien ne pas devoir choisir ou l'un ou l'autre les deux candidats leur plaisent pas, effectivement, mais de là à créer, il y a toujours eu dans l'histoire des tentatives, mais là on voit, il y a Robert Kennedy Jr., il y a un autre candidat, mais qui est en fait marginal. Alors ça peut grappiller des points, ça peut avoir une influence, mais en même temps, vous savez, le système qu'on a en France à deux tours, on voit bien pour les législatives, ça donne pas non plus une représentation exacte de l'électorat, ça surreprésente. Donc ces deux systèmes très, très différents, avec chacun des avantages et des inconvénients. La seule chose, c'est qu'effectivement, quand vous avez, par exemple, dans le camp démocrate, le président Biden, le président d'une manière générale, est le mieux placé, c'est ce que vous disiez, Agnès, le mieux placé pour battre normalement son concurrent. Et dans l'histoire, on a vu qu'en général, c'est le président qui demande un deuxième mandat. Pourquoi ? Parce que d'abord, il n'a pas à faire campagne d'une certaine manière. Il est président, il bénéficie de tout. Il n'y a pas de primaire aussi. Il n'y a pas eu de primaire démocrate. Alors, officiellement, il y a des primaires,
primaires, mais en fait, il n'a pas à se cabosser, à se déchirer parmi des adversaires de son propre camp. Trump non plus, d'ailleurs. Trump a été assez habile pour ne pas vraiment rentrer dans les primaires. En tout cas, il a écrasé immédiatement Nikki Haley. Il y a eu des primaires, quand même. Il y a eu des primaires, absolument. Et donc, le président est normalement le mieux placé. C'est ce que le calcul des démocrates. C'est pas forcément un très très bon calcul. Ils auraient peut-être pu présenter autre chose, mais aller dire au président que non, il va pas demander un deuxième mandat, c'est compliqué vu la manière dont le monde politique fonctionne. Et puis Joe Biden n'est pas mauvais. Son bilan est pas mauvais. Si âgé soit-il. Si âgé soit-il, absolument. Pour le fond maintenant de ce qui va se dire, tout à l'heure on a évoqué l'économie, on y reviendra. Peut-être, je voudrais qu'on évoque bien sûr le sujet de l'immigration, mais aussi des droits et des libertés individuelles, c'est très important. Mais il y a quand même un contexte aussi de cette campagne qui fait de cette campagne une campagne très particulière. C'est une campagne qui se joue en partie dans les prétoires et chacun en la matière a un boulet, si j'ose dire, accroché à son pied. Donald Trump, bien sûr, a été condamné il y a quelques semaines dans l'affaire Stormy Daniels. D'ailleurs, on connaîtra la peine à laquelle il va être condamné, si fonctionne la justice américaine dans quelques semaines, quelques jours. Voilà. Et Joe Biden, de son côté, lui, a son fils, Hunter Biden, qui vient lui aussi d'être condamné. En quoi est-ce que ça joue ? Alors, par rapport à Trump, il faut attendre, je pense, la sanction du 11 juillet pour voir comment vont réagir ses partisans. Est-ce qu'ils n'ont pas déjà dit que ça ne changerait pas grand-chose pour l'instant, certains avaient dit qu'ils pourraient changer d'avis en cas de condamnation, mais ce n'est pas vraiment le cas, finalement. Non, ça n'a pas beaucoup bougé. Ça n'a pas beaucoup bougé. Donc, peut-être qu'une sanction très lourde pourrait faire pencher la balance, mais enfin, ça, on le verra le 11 juillet, enfin le 12 juillet, à la suite de la sanction, quand elle sera prononcée. Et c'est vrai que les républicains ont poussé vraiment pour que le fils de Biden soit poursuivi en justice. C'est quelque chose qui traîne depuis le mandat de Trump en 2016. Donc les affaires de lien avec l'Ukraine, la Russie et la Chine, puis les questions d'impôts non payés. Donc il a été l'objet d'une condamnation justement pour port d'armes illégal. Et puis il va être jugé par un tribunal fédéral pour les questions d'impôts qu'il doit. Alors c'est vrai que ça fait tâche par rapport à la réputation d'un Biden qui est complètement qui est blanc comme neige, quoi, vraiment, parce que c'est quelqu'un qui a un bon mandat, qui a un bon résultat économique. Son plan infrastructure bill a été vraiment conséquent et utile. Donc c'est un bon mandat économique qui peine encore à se faire reconnaître finalement par les Américains, sauf auprès de ses partisans de toujours. Et il y a encore 3 chefs d'accusation pour Trump. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on a Pardon, je vous interromps une seconde. Je précise à ceux qui nous regardent et qui ne le savent peut-être pas que être condamné n'empêchera pas... Enfin, il a été condamné, mais une peine quelle qu'elle soit ne l'empêchera pas de se présenter. C'est une spécificité américaine qui peut étonner vu d'ici, mais ne l'empêchera pas d'être candidat au mois novembre. Vous parlez de Trump, là. De Trump, oui. Non, ça ne l'empêchera pas. Là, on a vu... Il y a 4 procès au pénal. On a vu le premier, donc il y a une décision du juge, il a été jugé coupable. On attend, vous le disiez, le 11 juillet, l'application de la peine. Oui. Il en reste 3 autres. Celui-là était le plus mineur, d'ailleurs, d'une certaine manière, un peu compliqué en plus un peu tarabiscoté. Mais les 3 autres sont autre chose. C'est quand même, là, il y a insurrection, c'est le Capitole. Il y a tentative de changer le résultat des élections en Géorgie. Et puis, il y a cette affaire, vous savez, de documents qui ont été... ramenés à son domicile. Voilà, à son domicile et qu'il n'a pas voulu rendre, en tout cas, pas tout de suite. Donc là, ce sont des affaires plus grave, simplement... Sachant, pardon, que ces procès auront lieu si éventuellement il est réélu, auront lieu de toute façon, même s'il est réélu ? Alors, on attend une décision de la Cour suprême sur l'immunité. Mais malgré tout,
il y a toujours la possibilité d'appel qui repousse d'autant de plusieurs mois le procès. Donc, en tout état de cause, ces 3 procès-là n'auront pas lieu avant l'élection. Ce qui peut se passer après l'élection, c'est que les procès peuvent avoir lieu, mais on aura, si Trump est élu, et d'ailleurs c'est là-dessus qu'il mise évidemment, si Trump est élu, il pourra se prévaloir d'une immunité et même se gracier lui-même. Il y a tout un débat totalement absurde parmi les juristes aux États-Unis pour savoir si on peut se gracier soi-même. On est arrivé quand même à un niveau d'irréalisme dans cette élection qui est assez étonnant. Mais donc les procès ne pèseront pas, et le procès en cours, s'il a une peine lourde, peut-être le 11 juillet, ça peut décider un certain nombre de ces électeurs qui sont un peu tangents, qui disent on va voter, il faut qu'on vote républicain, on n'aime pas beaucoup Trump, mais ça peut-être les inciter à ne pas aller voter, par exemple, ou s'abstenir. Mais je vois pas quand même un changement très important. On reste malgré tout. Qui font souvent beaucoup dans l'élection américaine, Agnès Trouillet. C'est ça, oui. C'est vraiment ceux-là qu'il va falloir convaincre ce soir. Et puis par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Dominique, sur les phrases qui peuvent faire basculer la conviction des spectateurs et des auditeurs. Donc c'est CNN qui va accueillir le débat ce soir dans ses studios à Atlanta, en Géorgie. Et donc il y aura 2 modérateurs de la chaîne. Et donc il y a des gens qui vont suivre en direct à la télé, il y a des gens qui vont suivre à la radio publique, ça va être transmis sur les chaînes publiques de radio, mais la plupart des gens, notamment les jeunes, vont regarder des clips sur TikTok notamment. Oui. Et alors donc le cheap clip, c'est-à-dire le clip de bas étage, ça les conservateurs sont très forts pour ça, Fox News est très fort pour ça, de vraiment prendre des moments, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs pendant la visite de Biden sur le site du débarquement, etc. Prendre les moments où Biden, justement, est en difficulté ou a l'air en difficulté alors qu'il il supprime la moitié de la scène. Donc, il y a ces cheap clips et puis il y a ce qu'on décide de mettre en exergue sur ces clips de très courte durée qui ne reflètent pas, finalement, les 90 minutes de débat. Et donc, après, ce débat, justement, ça va se jouer aussi sur qui va tenir et comment. Alors, Biden s'entraîne à Camp David il est retranché à Camp David depuis plusieurs jours, voilà, avec un de ses conseillers qui joue le rôle de Donald Trump. C'est ça, donc il fait des débats, des faux débats, des débats blancs, tandis que Trump continue à se présenter en rassemblement, en meeting. Alors il a été manger des cheesesteak sandwich à Philadelphie. C'est-à-dire qu'il a été privé de campagne quand même pendant un moment, pendant le procès à New York, et qu'il était passablement frustré. Sous restriction de parole, ce qui est très difficile pour lui. Et donc là, ça va se jouer sur cette faculté à débattre. Ils n'ont pas débattu depuis 2020, c'est le premier débat depuis 4 ans, donc c'est vraiment un enjeu important. Et puis il y a toutes ces réglementations, ça a été défini justement par les chaînes. Ils ont refusé, Biden comme Trump, de suivre les règles habituelles du débat présidentiel qui dépendent d'une commission bipartite. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est plus tôt dans le calendrier. Normalement c'est en septembre et là c'est en juin. Ils ont voulu jouer contre la montre, utiliser le facteur temps. Et si on peut parler de toutes ces règles du débat ce soir, ça peut être intéressant aussi. Allez-y, oui, je crois qu'ils ont décidé que les micros seraient coupés quand l'un et l'autre parleraient pour éviter 2 minutes de parole pendant 90 minutes au total, 2 minutes de parole pendant lesquelles le micro de l'interlocuteur est coupé, 2 spots publicitaires pendant lesquels les candidats n'ont pas le droit de s'adresser à leur équipe, ils n'ont pas droit aux notes écrites ni au support écrit, ils ont droit à papier, crayon et une bouteille d'eau ou un verre d'eau, ça dépend de la générosité. Et donc, en fait, Trump est il est bon en débat, Trump. Il a un sens de la répartie, en fait, qui est quand même, qu'il faut reconnaître. Maintenant, comme les conservateurs et la droite ont vraiment baissé la barre très bas par rapport aux attentes qu'on peut avoir par rapport à Biden, que justement, il ne va pas être capable de débattre, de tenir sur la durée, s'il s'avère que
que finalement il tient le coup et qu'il est fort, ça peut jouer en sa faveur. Donc il y a plusieurs choses à mettre dans la balance. C'est un débat très strict en même temps. Un service est assez austère parce que vous le disiez, 2 minutes. Il y a 1 minute de réponse. Vous pouvez, l'adversaire peut répondre 1 minute. Il y a 1 minute encore possible si les modérateurs le décident. Mais bon, ça va être des séquences entrecoupées. C'est quand même c'est pas très agréable à regarder. Hein. C'est pas un grand show, mais en tout cas, ça va être la première vraie confrontation de cette campagne. Vous le disiez, ils ne se sont plus retrouvés sur un même plateau télé depuis 4 ans. Quelque chose va se passer quand même. Ça va donner le ton. Alors il faut se souvenir des précédents débats. Il y en avait eu 2. Le premier avait été extrêmement agité parce que Donald Trump avait interrompu Biden pendant, je crois, 70 fois. D'où les micros coupés cette fois-ci. Le deuxième s'était passé, c'était un peu plus paisible. Mais là, on peut s'attendre à quelque chose de très formel. Et puis, alors, il n'y a pas que les petites phrases, il y a aussi les attitudes. On se souvient c'était en 2016, ça, de Trump face à Hillary Clinton, où Donald Trump avait approché de Hillary de très très près et ça l'avait déstabilisée. Elle s'était dit après, j'ai perdu un peu la présence d'esprit à ce moment-là, j'aurais dû réagir. Donc il y a aussi ça, il y a aussi le jeu. On se souvient aussi de 1960, Kennedy-Nixon, c'est ça, 60, hein, Kennedy-Nixon, où c'était les premières images, c'était un des premiers débats télévisés. Les gens qui avaient écouté le débat à la radio avaient trouvé que Nixon s'en était très bien tiré. Ceux qui l'avaient vu à la télé avaient pensé que Kennedy était absolument le vainqueur parce que Nixon était dégoulinant de transpiration. Et donc, voilà, ça tient à très peu de choses. Oui. Et ça impacte vraiment aux États-Unis Alors, Biden ils ont tiré au sort la personne qui choisirait sa place sur l'estrade. Et donc, Biden a remporté et a choisi d'être à droite de l'écran. Alors, il va nous offrir son profil gauche. Il doit y avoir une raison pour ça, je pense. Oui. Et donc, voilà, ça se joue aussi à ces choses-là, finalement. Oui. Et donc, vous avez raison, là, et je pense qu'il n'y aura pas de possibilité de se rapprocher physiquement et de rentrer dans l'espace vital de l'autre candidat. Et cette modération vraiment très serrée, c'est vrai que ça rappelle le deuxième débat de 2020, où justement, après le premier débat qui avait été complètement chaotique et désastreux, des règles avaient été imposées. Lors du premier débat, le modérateur, qui était pourtant un modérateur de Fox News, avait été obligé de supplier Donald Trump de lui laisser poser les questions. Et donc là, ça risque d'être un petit peu ennuyeux et on pourrait peut-être voir les candidats regarder leur montre. C'est pas une très bonne promotion pour le débat tout à l'heure. On va se quitter avec 3 minutes et on se retrouve juste après la pause. On parlera du fond de la discussion. À tout de suite. – 10h30 ici à Paris, la suite de notre discussion aujourd'hui avec Agnès Trouillet et Dominique Simonet. Rebonjour à tous les deux et merci encore d'être là à l'occasion du premier débat à télé ce soir aux États-Unis entre Donald Trump et Joe Biden à quelques mois de la présidentielle américaine. On parlait de la forme et un peu du fond avant la pause de ce débat. On a parlé d'économie. L'un des sujets aussi dont il sera forcément question, c'est le sujet de l'immigration. On le disait tout à l'heure, ça fait partie, comme ici en France d'ailleurs, d'une des préoccupations majeures des Américains, surtout côté républicain. En la matière, Joe Biden a fait un grand écart ces dernières semaines, affichant une politique stricte à l'égard d'une éventuelle fermeture de la frontière avec le Mexique, et d'un autre côté, en annonçant des régularisations massives. On va y revenir dans un instant, mais avant, je voudrais qu'on regarde un reportage signé de Fanny Allard, notre correspondante aux États-Unis, qui s'est rendue au Texas. Quelle réalité là-bas représente cette immigration clandestine? Reportage. Ce groupe de migrants tente d'entrer aux États-Unis après avoir traversé le Rio Grande, la rivière qui sépare le pays du Mexique. Mais à Eagle Pass, la garde nationale du Texas fait désormais barrage. ¿De dónde están? Colombia. Por favor, por mis niños. No han comido, no han tomado agua, por favor. Que sea una botellita de agua para ellos. Une scène presque devenue banale.
La garde nationale a pris le contrôle de Shelby Park en janvier, après des arrivées clandestines records. En décembre, jusqu'à 11 000 personnes par jour entraient illégalement aux États-Unis. Depuis, les ordres sont clairs, empêcher l'accès au territoire. Y hemos hecho lo que ustedes nos han dicho, que se corran para allá, nos hemos corrido para allá, que se corran para allá, nos hemos corrido para allá. Tienen que entender nuestra parte. Están jugando con nosotros. Pues tienen que entender nuestra parte, nosotros no podemos, es nuestro trabajo, es la ley. Pero no Nosotros no podemos. No estar en este lado y todos ustedes. Pero eso lo pudieron haber pensado. Las necesidades que pasamos cada uno de nosotros. Pero eso lo pudieron haber pensado antes de cruzar el río. Lo hemos pensado tanto. Obtenir le nombre exact des noyés dans la rivière est presque impossible en raison de sa géographie. Elle traverse 14 comtés américains et 4 États mexicains. Or, les deux pays ne partagent leurs données qu'en cas d'enquête, ce qui arrive rarement. America Garcia est la fondatrice du groupe Border Vigil, qui rend hommage une fois par mois aux disparus. Ici, dans la communauté, nous savons que des gens meurent et nous voulons faire savoir qu'ils ont été enterrés, qu'ils ont été pleurés, que leur disparition n'est pas ignorée. Le gouverneur Abbott poursuit la construction de murs de barbelés au nord d'Eagle Pass. Mais sans réforme fédérale de l'immigration, il semble peu probable que cela freine les arrivées illégales. Les observateurs annoncent déjà de nouvelles vagues de traversées à l'été. La frontière est le principal sujet de préoccupation des Américains, celui qui pourrait bien faire basculer l'élection. Et en la matière, entre les promesses d'un Trump et le bilan de Joe Biden, qui a l'avantage, Agnès Trouillet, peut-être? Oui, alors Biden a décidé de durcir sa politique migratoire aussi pour répondre à des demandes croissantes de la part de même certains démocrates modérés et de même une partie de son électorat. Je pense à l'électorat hispanique, par exemple, qui est partagé puisque beaucoup viennent donc d'Amérique latine et donc Amérique centrale. Et une partie des gens qui ont immigré légalement, ce qui est un processus extrêmement compliqué aux États-Unis, reprochent aux démocrates cette politique d'ouverture à la frontière. Donc on a quand même deux sons de cloche auxquels Biden a essayé de répondre en durcissant sa politique. Et donc lorsqu'il a proposé donc cet accord bipartite qui donc n'est pas passé par refus des républicains extrémistes. Là, les démocrates, bien sûr, ont beau jeu d'accuser Trump et ses partisans qui refusent une politique non seulement bipartite, mais qui, en plus, assurait une certaine limitation à la frontière. D'un autre côté, je vais juste terminer, les républicains avaient proposé avant une solution aussi pour limiter la frontière, que les démocrates ont refusé. Donc, c'est un petit peu la balle passe dans un camp et puis dans l'autre. En tout cas, c'est un des sujets majeurs de cette élection. Oui, c'est un atout que Donald Trump a utilisé. Lui, ça l'arrange bien que le problème ne soit pas réglé, puisqu'il peut en accuser le président Biden. Et c'est vrai que ça n'a pas été très bon. Là, s'il y a un certain nombre dans le bilan de Joe Biden, l'immigration, c'est pas le dossier le plus flamboyant, c'est moins qu'on puisse dire. Il y a quand même, en 2023, il y a 2,5 millions de gens qui ont passé la frontière mexicaine. Et c'est devenu un problème à la fois, une tragédie humaine, on voit ces gens, c'est terrible, et en même temps, c'est pas possible. Donc, on voit ces gouverneurs du Texas, même de Floride, qui repoussent maintenant tous ces gens vers les villes démocrates. New York accueille plein de réfugiés. Et c'est devenu quelque chose d'extrêmement
extrêmement difficile à régler, mais c'est vrai qu'il faut des mesures plus fortes, à la fois de régularisation, parce que les États-Unis ont besoin d'immigration. Quand vous allez en Californie, j'ai vécu un bout de temps en Californie, il y a une grande partie des travaux publics ou de plein de choses qui sont faits par des immigrés, pas toujours en situation régulière d'ailleurs, hein, des gens qui peuvent même payer quelquefois leurs impôts, mais être illégal. Donc il y a une économie qui fonctionne avec ça. Donc il faut arriver à la fois réguler mais quand même arrêter ce flux migratoire. Donald Trump a des mesures extrêmement dures, quand même, de déporter 11 millions d'illégaux comme ça. Il a même une vision assez immorale, puisqu'il dit que c'est des gens qui empoisonnent le sang des Américains. Donc, on est quand même dans autre chose qu'une simple gestion de flux. Bon, voilà, c'est effectivement, vous avez raison, c'est un des enjeux majeurs de cette campagne, et Joe Biden est assez mal placé pour défendre son bilan là-dessus. Il nous reste 3 minutes, malheureusement, c'est peu. Je voudrais qu'on parle aussi du sujet du Proche-Orient. On sait qu'il a déchiré le camp démocrate, hein, entre deux ailes du camp démocrate. Est-ce qu'il va en être question ce soir? Est-ce que c'est important, ça, pour l'électorat américain? Très important. On regarde ce qui s'est passé hier à New York, hein, sur une élection de district à la Chambre du Congrès. On a donc un candidat progressiste, hein, qui est Jamal Bowman, qui s'est fait remarquer pour ses propos accusateurs envers Netanyahou dans le district où la population, la communauté juive est la plus importante de tout l'État de New York. Donc on sait qu'à New York, déjà, c'est une forte présence de la communauté juive. Et donc, il y a aussi cette tentative de diviser l'électorat juif entre les sionistes et puis les plus modérés. Donc ça, c'est vraiment aussi une carte politique à jouer. On le voit à l'antenne, le candidat dont vous parliez. Voilà. Et donc, là, en l'occurrence, ça n'a pas fonctionné. Sachant que Trump sur le Proche-Orient, lui, est vraiment se présente comme le meilleur ami de Benjamin Netanyahou, il n'y a pas de sujet. C'est le meilleur ami de Netanyahou, c'est sûr. Qui n'attend que ça d'ailleurs, Netanyahou. Et puis il a fait des choses, l'accord d'Abraham, l'ambassade à Jérusalem, etc. Et c'est vrai que Biden, lui, en revanche, souffre, et notamment du côté de sa jeunesse, de son soutien à Israël. On a vu ce qui se passait dans les universités. Et alors, les jeunes ne vont pas forcément voter, c'est pas aussi important qu'on ne le pense, sauf dans un certain nombre d'États, parce que il faut toujours rappeler que ça se passe dans les États, et les États clés basculent à quelquefois quelques dizaines de milliers de voix, et notamment le Michigan, qui est un État où il y a une communauté musulmane importante. Ça a l'air de rien, mais il y a 16 grands électeurs, donc ça donne 16 points à celui qui va emporter l'État. Et là, la question est importante, parce qu'il y a à peu près une communauté de 240 000 musulmans, je crois, et l'élection précédente s'est faite à 140 000 voix de différence. Donc vous voyez que ça peut peser énormément dans la campagne électorale quand on ramène au niveau des grands électeurs. Dernière minute, dernier sujet dont on parle, mais en quelques instants, la question des droits sexuels et reproductifs. On sait que l'accès à l'IVG a sacrément reculé aux États-Unis. Ça va être un sujet aussi? Bien sûr, absolument. Alors surtout pour les femmes, évidemment. Et donc, qui sont nombreuses aux États-Unis. Là, Trump doit clarifier sa position sur l'avortement. Donc il a retourné sa veste un nombre de fois incalculable pour tantôt satisfaire les évangéliques, conservateurs, tantôt satisfaire les plus modérés. Le débat de ce soir, c'est aussi là où on l'attend. Il va falloir qu'il clarifie sa position. Oui, parce qu'il y a, en quelques mots. Oui, parce qu'il y a une réalité qui est extrêmement douloureuse pour les femmes aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont des vrais problèmes et qui se retrouvent à avoir une citoyenneté moindre que celle de l'État d'à côté, parce qu'elles ne peuvent pas avorter, donc avec des cas graves. Et les Américains se rendent compte que d'avoir interdit, enfin en tout cas d'avoir laissé aux États la possibilité de décider de la liberté de l'avortement cause des problèmes insurmontables. Et donc, c'est un enjeu extrêmement important, et Joe Biden va en jouer. Les États-Unis étant le pays qui détiennent le record du pays riche et ayant le plus haut taux de mortalité maternelle. Je l'ai appris en préparant ce débat. Incroyable statistique. Merci infiniment à tous les deux, Agnès Trouillet et Dominique Simonet, d'avoir participé à ce débat. Dominique, les grands jours qui ont changé l'Amérique, qui vient de sortir chez Pocket en poche. Tout de suite, les clips de campagne pour les élections législatives ici en France. On passe d'une élection à l'autre. On se retrouve pour le journal de 11h. À tout à l'heure.